Les Gilets jaunes, toujours et encore, avec la réponse attendue du président de la République demain, après les violences et les manifestations qui ont eu lieu ce week-end. Nous sommes avec Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale, qui est député LaREM, La République en marche de Paris, et qui vient d'écrire un livre qui rejoint d'ailleurs notre actualité, qui est Le refus de la parenthèse aux éditions Débat public. Hugues Rançon, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les ministres de la République, je pense à M. Darmanin, M. Castaner, ont raison de qualifier ce mouvement des Gilets jaunes? Darmanin a parlé de masse au relent de peste brune. Castaner y voit la main de Marine Le Pen. C'est pas un peu hasardeux? Je crois qu'il y a dans ce mouvement, qui est un mouvement très hétéroclite, qui est un mouvement auquel nous avons peu l'habitude de nous confronter dans le pays, qui n'a pas de tête et de structuration, qui a plusieurs mots d'ordre. Il y a plusieurs cercles en réalité dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a un cercle très large qui est celui du soutien de l'opinion publique sur un certain nombre de thématiques. La question du ras-le-bol fiscal, la question de la situation des classes moyennes. Des classements notamment, la situation de certains territoires qui sont jugés comme délaissés depuis tant et tant d'années. Ça, c'est le premier cercle. Il y a un deuxième cercle qui est celui des gilets jaunes qui se mobilisent. Ceux qui ont leurs gilets jaunes, qui vont dans la rue, qui, ici ou là, bloquent des ronds-points, des commerces, des grandes surfaces. Et puis, il y a un petit noyau. Il y a un petit noyau, forcé de le constater. Minoritaires. Un noyau à l'évidence minoritaire, mais un noyau d'infiltrés qui veulent récupérer le mouvement et se saisir de ce mouvement d'inquiétude et parfois même de détresse sociale, reconnaissons-le, pour déstabiliser les institutions. Je pense que ça ne sert à rien d'aller... C'est suffisant pour renvoyer tout le monde à la peste brune? Mais personne ne renvoie tout le monde à la peste brune, je crois. C'est ce qu'on a retenu, en tous les cas. Non, mais écoutez, il suffit de voir les images de samedi et des manifestations qui ont dégénéré. Il y a beaucoup de personnes âgées, il y a beaucoup de retraités. Les personnes âgées, les personnes retraitées, les personnes qui expriment une détresse, une inquiétude, un mécontentement, voire une colère. Ce ne sont pas ceux, Yves Tréhard, ce ne sont pas ces personnes-là qui étaient sur les Champs-Élysées, qui ont construit des personnes âgées, j'en ai peu vu sur les barricades. Mais je crois qu'il y a un mouvement d'infiltration et de récupération auquel il faut être attentif, ce qui ne veut pas dire à l'évidence que tout le mouvement des Gilets jaunes doit être mis sur le même plan. Vous êtes d'accord pour dire que ça dépasse le seul prix des carburants, cette histoire? Bien sûr, je pense que le prix des carburants, c'est un vecteur, parfois même un prétexte, qu'il y a une agrégation d'un certain nombre de mécontentements, que beaucoup de nos concitoyens nous disent: oui, vous travaillez beaucoup, oui, vous transformez le pays, oui, bien sûr, vous êtes dans l'application de ce que vous avez promis. Mais où est-ce que ils attendent les résultats, les gens nous mène. Donc il y a une impatience sur les résultats, et il y a une quête aussi de compréhension du sens de la société française que nous sommes en train de construire. Quelle sera, d'après vous, la réponse du président de la République demain? Le président de la République demain, je crois que c'est un moment important, il va devoir redéfinir le cap, repréciser quel cap? Des objectifs, de sa politique et pouvoir globalement expliquer la méthode. Non, sur la question notamment de la transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui... il va nommer un haut conseil, du climat et tout ça, mais les gens n'en ont rien à faire de tout ça. Vous avez une exigence particulière qui est de concilier à la fois la transition écologique et la justice sociale. L'une ne peut pas aller sans l'autre. Il ne peut pas y avoir de transition écologique si cela se fait au détriment de ceux obligés de prendre leur voiture, qui roulent beaucoup. Il ne peut pas y avoir de transition écologique réussie si ceux qui sont les plus vulnérables en assument un coût exorbitant. Et il ne peut pas y avoir en réalité de justice sociale et de transformation solidaire si on ne fait pas si on ne traite pas la question de la transition écologique. Est-ce que c'est pas trop punitif tout ça? Est-ce qu'il n'a pas intérêt à prendre un moratoire sur ces augmentations de taxes carbone notamment, très clair sur et les dire objectifs. bon bah voilà, on s'est trompé, c'est pas comme ça qu'il faut faire, on va reprendre tout à zéro. Ça serait pas le plus, c'est comme ça que ça va se terminer, non? Je ne crois pas au moratoire. Je pense que nous n'avons pas aujourd'hui à choisir entre nos poumons et le porte-monnaie des Français. Aujourd'hui, il faut réussir à réconcilier la transition écologique et la justice sociale. Ce sont deux exigences pour le pays. Réussir la transition. J'entendais ce matin quelqu'un sur une radio périphérique qui disait mais moi l'écologie, la transition écologique, j'en ai rien à foutre. Mais précisément, c'est très grave. On ne peut pas aujourd'hui considérer que le pays ne peut rien faire. Simplement, cette exigence-là, c'est 48 000 morts par an
des particules fines. Oui, mais c'est trop rien. Il se trouve que précisément, ces 48 000 morts, on peut vous n'avez pas conscience que le message ne passe pas, quoi. Il faut changer de logiciel. Le message doit passer. La transition écologique, c'est un impératif. Il en va de l'avenir de nos enfants. Mais vous savez, l'urgence climatique, ce n'est plus une menace. Mais l'avenir de vos enfants, quand vous gagnez 700 € par mois, que vous êtes obligé de prendre votre voiture... Réconcilier les deux exigences, parce que précisément, l'urgence climatique n'est plus une menace. Il y a aujourd'hui des morts, des inondations en Inde et au Mexique. Oui, mais ça, il y a les incendies. Allez le dire aux paysans de l'Aveyron. Oui, mais le paysan de l'Aveyron, précisément, il doit aussi considérer que l'avenir de la planète est en jeu. Aujourd'hui, nous devons réconcilier ces deux exigences. Si les Gilets jaunes disent demain soir, après avoir entendu le président de la République, on retourne sur les Champs-Élysées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le pouvoir ferme les Champs-Élysées? Écoutez, moi ce que j'ai vu, en tout cas le week-end dernier, et en tant que député Paris, sont des bandes factieuses qui voulaient violenter et qui ont dégradé la situation. Est-ce qu'il faut le cadre de vie des Parisiens. Les dégradations, vous savez, à un moment donné, il faut les payer. Il va falloir réparer. Ce n'est pas à moi de vous répondre aujourd'hui, c'est à la préfecture de police. Il faut faire, très certainement. Il faut fermer les Champs-Élysées. Je pense que la solution qui a été trouvée la semaine dernière, à savoir d'organiser le grand rassemblement aussi large que ceux qui veulent manifester le souhaitent, mais sur le Champ de Mars, me paraissait assurer un cadre plus pérenne, plus serein, plus tranquille pour l'organisation de cette manifestation. Parmi les élus de La République En Marche, là, on sent que les discours sont différents, les réactions sont différentes. Il y a un climat qui est quand même un climat difficile au groupe, non? Il y a une zone de turbulence politique qui est réelle depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de députés inexpérimentés qui ont du mal à faire front. Vous savez, vous avez des parlementaires, et c'est aussi ça qui est assez incroyable dans cette origine. Aujourd'hui, il y a une colère qui s'exprime. Cette colère, en France, elle est ancienne, elle s'est sédimentée année après année. Nous en avons bénéficié, nous, La République En Marche. C'est ce que je dis dans le livre que j'écris. Nous avons bénéficié, à un moment donné, nous avons bénéficié d'une colère des citoyens qui considéraient que ceux qui faisaient de la politique avant nous n'avaient pas pris suffisamment en compte leurs considérations, que c'était des professionnels de la politique. Cette colère continue. De mandat en mandat. Ils ont été renvoyés à leur séance d'études des autres. Un impératif et une obligation de résultat qui est de réconcilier les citoyens. Ça sera quand? Les citoyens avec leurs dirigeants. Mais c'est au fil de notre mandat. Nous avons, vous savez, Yves Tréhard, un poids de responsabilité très important sur les épaules. Vous êtes tous d'accord à La République En Marche? N'oublions pas les conditions de notre élection. Vous êtes tous d'accord? Nous avons bénéficié de ce dégagisme soft, sortez de la langue de bois, bienveillant. Sortez de la langue de bois. Précisément. Vous êtes tous d'accord? Madame Bourguignon a dit il faut plus de social. Mais nous devons avoir à la fois une exigence qui est d'appliquer notre programme électoral. Mais ce que je dis dans le livre que j'ai voulu écrire aussi, c'est de pouvoir. Oui, mais c'est non, mais je vous explique pourquoi je l'ai écrit, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est que précisément, je crois qu'il faut qu'on puisse définir le corpus idéologique qui est le nôtre. Avant, j'ai 2 ou 3 petites questions. Bien sûr. Il faut un patron au parti, non? Ça sera qui? Vous allez voter bientôt? Vous avez Monsieur Guérini, une candidature qui aujourd'hui est celle qui, je crois, qui se dégage pas, sachant qu'il y a 2 candidats. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un débat plus large, plus serein. Je pense qu'on ne doit pas. Je pense qu'on ne doit pas. Mais pour Stanislas Guérini, parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de faire autrement. Je dis juste que nous ne devons pas croire dans une formation politique moderne que le débat est un problème. Oui, nous pouvons débattre. Oui, nous pouvons avoir des sensibilités différentes. Et il n'y a là-dessus aucune difficulté. Vous venez d'écrire Le refus de la parenthèse, donc, je l'ai dit, aux éditions Débat Public. Un livre intéressant où vous essayez un petit peu de théoriser ce qui devra être l'avenir. Et pourquoi vous faites ce livre maintenant? Écoutez, ça fait 1 an et demi que nous sommes aux responsabilités. Moi, j'ai une spécificité, c'est que j'ai appartenu à l'ancien monde. Je travaille pendant longtemps avec Jacques Chirac, notamment. Que j'ai basculé auprès d'Emmanuel Macron parce que j'ai cru en sa promesse de faire différemment de la politique et de porter une 3e voie à la française. Il faut la solidifier, cette promesse, maintenant? Il faut évidemment la solidifier. Il ne faut pas perdre le fil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément se projeter. Quelle est, sur le fond, la France que nous sommes en train de dessiner? Et puis, il faut aussi faire vivre notre promesse originelle, cette promesse que nous avons faite aux Français de faire de la politique autrement. Comment faire pour que Macron ne soit pas seulement un accident de l'histoire? Parce que pour le moment, ce n'est qu'un accident de l'histoire. Beaucoup ont théorisé l'alignement des planètes, le coup de dé, l'accident de l'histoire. Je crois précisément qu'il y a une recomposition pérenne de la vie politique et qu'il faut qu'on puisse installer cette nouvelle recomposition dans la durée. Nous portons un projet progressiste. Nous le disons du matin au soir. Il faut qu'on puisse l'incarner en termes de politique publique, mais il faut aussi qu'on puisse mieux déterminer ce
Qu'est la France que nous dessinons pour demain? C'est aussi ça, vous savez. Vous dites. Le mécontentement aujourd'hui, il est lié peut-être à certaines des mesures que nous prenons, mais le mécontentement est lié aussi à la non-perception du projet de société. Définir une idéologie. Bien sûr, je crois à l'idéologie. Autour du progressisme. Je crois en l'idéologie. C'est quoi l'idéologie? Je crois en l'idéologie. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse faire de la politique autour de la seule question du pragmatisme où on mettrait ensemble des gens de droite, de gauche pour prendre la bonne mesure parce qu'elle serait efficace. Oui. Je ne crois pas que l'efficacité est le seul critère. Il faut qu'il y ait un cap. Je pense qu'il faut définir un cap. Il faut définir ce à quoi on croit. C'est quoi le progressisme alors? Moi, en tout cas, c'est à débattre. Le mouvement lance des débats et des ateliers sur le progressisme. J'essaye par ce livre de définir très concrètement ce à quoi je crois sur l'Europe, sur la justice sociale, sur la question l'égalité réelle énergétique. entre les citoyens, qui est contre? Personne. Non, mais Yves Théard, quand on parle de l'égalité des droits, quand on parle de la PMA, quand on parle, ce qui est une position que je porterai, de la réflexion autour de la politique familiale et de la fin de l'universalité, pour que cette politique familiale soit plus juste et puisse bénéficier dès le premier enfant aux familles les plus fragiles. Voilà, ça c'est des chantiers de réflexion que nous devons avoir. Quelle est la société à laquelle nous croyons? Vous savez, je crois que les Français nous reconnaissent de beaucoup travailler et reconnaissent pour notre majorité le fait de mettre en place les mesures que nous avons annoncées. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir, je ne crains pas le terme d'idéologie. Quand on fait de la politique, ce sont des modèles de société, des projets de société qui s'opposent. C'est un livre de réflexion, mais c'est aussi un livre qui peut paraître, dans sa parution, un peu opportuniste. On sait que vous êtes candidat à la candidature pour la mairie de Paris. Yves Théard. C'est toujours le cas? À chaque fois que vous me faites le plaisir de m'inviter au talk, vous me posez la même question. Oui. Je vous réserverai la même réponse. Parce que j'attends une réponse. Le temps n'est pas au municipal. Je suis député de Paris. Ouais. Je suis vice-président de l'Assemblée nationale. Je crois que dans cette nouvelle façon de faire de la politique, que nous avons appelé de nos voeux il y a 1 an et demi, il y a aussi le fait de devoir et de pouvoir se consacrer à nos tâches respectives. C'est aussi là-dessus que les Français nous jugeront. Alors justement, on vous juge là-dessus. La question des municipales n'est pas aujourd'hui opportune. Vous avez le prochain scrutin, c'est les européennes. On vous juge là-dessus. Alors vous êtes à Paris, donc c'est plus pratique, mais on regrette beaucoup en province, notamment, de ne pas beaucoup voir les députés, justement, de La République En Marche. Ils ne sont pas très présents sur le terrain. Je crois que les députés de La République En Marche sont présents sur le terrain. En tout cas, moi, ils ont du mal à être vus, en tous les cas. Et ce que j'explique aussi dans le livre, nous avons proposé une nouvelle façon de faire de la politique, beaucoup plus participative, en associant les citoyens à l'exercice de nos mandats. Chacun des députés de la majorité le fait. Nous devons peut-être le faire encore davantage. Mais là-dessus, il y a, vous savez, une promesse de faire différemment. Et nous serons jugés largement, autant là-dessus que sur les résultats de la politique économique. Alors, vous avez parlé des européennes. Qui pour conduire la République En Marche aux européennes? Écoutez, moi, je n'ai pas d'informations à vous donner aujourd'hui. Je pense que le scrutin des européennes est un scrutin primordial qui doit mobiliser toutes nos énergies. Il en va de l'avenir. Nationaliste contre progressiste, c'est toujours la division? C'est même pas le sujet. Aujourd'hui, on comprend bien que quand vous avez Orban en Hongrie, quand vous avez Salvini en Italie, quand vous avez la Pologne, quand vous avez le Brexit et une Europe qui se déconstruit, il ne suffit pas de dire que l'Europe c'est formidable et qu'on va se réfugier dans l'euro-béatitude pour pouvoir entraîner les gens. Il va falloir que sur ce scrutin des européennes, nous puissions être passionnément européens, résolument européens, mais que nous puissions aussi porter un programme de transformation de l'Union européenne. Vous allez pouvoir faire justement cette liste centrale qu'appelait de ses voeux à un moment Alain Juppé, avec du MoDem, avec des gens du centre, avec... Vous allez pouvoir faire d'En Marche, c'est de dépasser les frontières partisanes. Je crois que sur le scrutin européen, plus que sur tous les autres, il sera nécessaire de pouvoir dépasser les clivages partisans. Vous parlez d'espace central, juste. Oui, espace central, nous savons où nous sommes. Le sens de ce livre, c'est de savoir aussi ce que nous sommes. Ce livre, c'est Le refus de la parenthèse. On continue peut-être à en parler avec vous, chers internautes. Hugues Rançon, qui est son auteur et qui est député de Paris, eh bien, répond à vos questions grâce à Jérémy Pontieux. Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Rançon. Bonjour. Première question sur le Figaro.fr. Sich nous dit pourquoi fermer les petites lignes de train si nous voulons réduire le tout voiture? Il y a une vraie réflexion qui aujourd'hui est en cours. La ministre des Transports présente en Conseil des ministres aujourd'hui son projet de loi mobilité, justement pour repenser les modes de transport dans notre pays. Ça veut dire qu'on a pendant des années privilégié les grands axes, TGV. Les grandes lignes, le TGV, et qu'aujourd'hui il faut pouvoir développer justement des modes alternatifs, il faut développer le covoiturage, il faut développer les lignes justement qui vont permettre de désenclaver un certain nombre de territoires. C'est jamais trop tard, vous savez, la politique sinon on ne la ferait pas. Quand il y a une difficulté, quand des choix qui ont été faits n'ont pas apporté les résultats escomptés, il faut savoir pouvoir en définir d'autres. Aujourd'hui il y a une vraie réflexion pour pouvoir justement faire
considérer que cet enjeu-là, des transports, de la mobilité nouvelle, de la mobilité propre, c'est décisif pour réconcilier les Français. Et sur cette loi mobilité, justement, l'ED se montre très critique. Il dit une loi, pas d'argent, une date prévue de mise en place au calendrier grec, tout est là. C'est de la poudre aux yeux, cette loi. Alors, pas d'argent, c'est faux, il y aura un investissement massif, notamment, alors c'est plusieurs milliards d'euros. Plusieurs milliards d'euros. La ministre a expliqué justement ce matin que vous aviez un engagement massif du gouvernement et de l'État pour rénover les réseaux routiers, les réseaux ferroviaires. Et il y a une méthode d'élaboration qui a été, je crois, très constructive, qui était d'abord de procéder par des assises de la mobilité, de pouvoir entendre les territoires, les organisations syndicales, tous ceux qui ont voulu participer, pour qu'on puisse arriver à ce projet de loi sur les mobilités. Il y a des décisions qui sont prises là aujourd'hui avec Vous avez abandonné le péage urbain ? Le péage urbain ne figure plus dans le texte. Vous y étiez favorable? Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. Moi, j'ai regardé ce qui se passait à Londres. Vous m'avez interrogé sur Paris tout à l'heure. Je suis élu de Paris. On regarde ce qui se passe ailleurs. Je crois que les résultats du péage urbain à Londres n'ont pas été complètement unanimes, n'ont pas fait l'unanimité. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est plus d'actualité dans le projet de loi tel qu'il existe. Dans le chat, un autre internaute, JN Goulard, se demande si vous êtes pour le taxage du kérosène, comme l'a souhaité Gérald Darmanin au grand jury. Il a expliqué qu'il était pour, même si les contraintes européennes étaient pour l'instant infaisables. Moi, je crois que Gérald Darmanin a tout dit. Aujourd'hui, les contraintes sont difficiles, mais la taxation du kérosène, quand on veut inventer un nouveau modèle et que la question de l'écologie et de l'environnement est une exigence que je place, moi, au premier rang de toutes les exigences, à ce moment-là, oui, je crois qu'il faut pouvoir y réfléchir. Sur le Figaro.fr, retour aux Gilets jaunes, Christian Léon nous demande si vous pensez que Macron doit offrir des mesures allégées aux commerçants Gilets jaunes et une réponse sévère aux casseurs Gilets jaunes. La réponse sévère aux casseurs, en règle générale. Vous savez, moi, j'ai été très inquiet des images qu'on a vues la semaine dernière. Traditionnellement, quand il y a des heurts dans des manifestations, c'est souvent entre les manifestants et les forces de l'ordre. Aujourd'hui, on a plusieurs Frances qui s'opposent, on a plusieurs Frances qui coexistent, qui ne se comprennent pas, qui se vilipendent, qui se caricaturent, et parfois même maintenant qui se confrontent. C'est une situation excessivement préoccupante. J'ai appris des années que j'ai passées auprès de Jacques Chirac que la question de la cohésion du pays, la cohésion sociale, la cohésion nationale était absolument essentielle. Pour le moment, elle est mal en point. Et je crois justement que l'urgence aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre ces différentes Frances. Il faut renouer les fils du dialogue, mais il faut aussi être intraitable avec ceux qui vont à l'encontre des règles de l'ordre public. Donald Trump, ce week-end, a tweeté sur les Gilets jaunes. Certains de nos internautes s'en sont félicités, d'autres ont trouvé sa déclaration hors de propos. Quelle est votre position vis-à-vis de ces déclarations ? Je préfère bien souvent ne jamais commenter les déclarations par tweet du président Trump. Ça pourrait m'entraîner sur des voies dangereuses. Oui, vous avez félicité la nomination de Fabien Roussel à la tête du Parti communiste français ce week-end. Est-ce que vous avez peut-être des affinités avec ce parti ou est-ce que c'est Fabien Roussel qui est... Je suis vice-président de l'Assemblée. Les gaullistes et les communistes, ça les gaullistes et les communistes ont souvent fait bon voyage. Bon ménage, mon voyage aussi. Fabien Roussel, c'est quelqu'un qui est présent, très présent à l'Assemblée nationale. Moi, en tant que vice-président, je parle à tous les mouvements, à tous les groupes. Fabien Roussel est un député engagé qui, je n'en doute pas, réussira à porter le projet du Parti communiste avec il faut qu'il survive, le Parti communiste. Entière, il a encore une raison d'être. Aux valeurs de la République. Il a encore une raison d'être, ce Parti communiste. Mais écoutez, en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui y adhèrent. Il y a 16 députés, je crois, au groupe communiste. Ouais. Je souhaite 3% aux élections à Fabien Roussel. Dans les responsabilités qui sont désormais les siennes, ce sont plus des salutations républicaines qu'un encouragement personnel sur des valeurs ou des combats communs. Mais je crois que nous pouvons, et c'est l'esprit d'En Marche, c'est pour ça que j'écris ce livre, nous pouvons toujours devoir reconnaître ce qu'il y a de bon dans les formations politiques, quelles qu'elles soient, et sortir des logiques partisanes qui sont stériles, ces oppositions idéologiques, dogmatiques, caricaturales auxquelles on était confrontés. Dernière petite question un petit peu curieuse. Vous arrivez à déjeuner à moins de 200 €, sans le vin à Paris, vous Dieu merci. Parce que Gérald Darmanin, il a bien du mal, lui. Dieu merci, j'arrive à déjeuner à des tarifs plus raisonnables. Voilà, il est un peu déconnecté de la réalité, votre ami Darmanin, non ? Écoutez, honnêtement, je connais bien Gérald Darmanin, vous le connaissez aussi, élu de Tourcoing. On peut ne pas avoir les mêmes convictions que Gérald Darmanin, mais s'il y a bien quelqu'un qui est sensible à la détresse sociale, à la condition sociale et à la réalité de ce que vit le pays, c'est bien Gérald Darmanin. Donc pourquoi il a sorti ça alors ? C'est une maladresse, mais n'allons pas chercher des poux dans la tête à Gérald Darmanin. Son chantier budgétaire est déjà suffisamment compliqué pour qu'on n'ait pas à essayer de lui. C'était Hugues Rançon qui était dans nos studios. Merci Hugues Rançon, merci, et qui vient d'écrire donc... le refus de la parenthèse à propos de l'expérience d'Emmanuel Macron aux éditions Débat Public. Et puis, merci à vous, chers internautes, qui, grâce à Jérémy Pontieux, ont pu poser vos questions. Vous avez pu poser vos questions à Hugues Rançon. Merci. Merci. Et à demain, si vous le voulez bien.